Bonjour à tous, félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog. Je commence tout de suite par parler du live récent que j'ai fait chez l'ami Steve pour fêter les 20 000 abonnés à sa sublime chaîne. On a vraiment bien rigolé. C'était avec les copains John Ali et Fred des Toiles et des Poils. Donc voilà, on avait déjà fait ça pour les 10K de sa chaîne. On avait sélectionné notre film préféré de chaque année entre 1980 et 1989. Donc là forcément on a fait la suite, nos films préférés sur chaque année entre 1990 et 1999. Voilà, je vous laisserai aller voir ça sur sa chaîne, c'était n'importe quoi, dans le plus beau sens du terme. Et j'enchaîne avec les trucs vus récemment. J'ai vu un nouveau navet avec des requins, figurez-vous. Ouais, j'avais envie. Ça s'appelle Last Breath et c'est l'histoire en fait d'une épave je crois que c'est un sous-marin durant la guerre vers les années 44, je crois, qui est retrouvé voilà dans les fonds marins par un mec et enfin c'est deux types en fait. Ils vont aller explorer cette épave avec des amis, un groupe d'amis. Je vous laisse découvrir si vous voulez vous infliger cette merveille. Dans quelles conditions ça va se produire, mais en gros, en visitant l'épave un peu à la cool, hein, on va pas se mentir, il se retrouve coincé, bloqué et pourchassé par plusieurs requins. Donc voilà, il y a enfin, quand on regarde bien, j'ai l'impression qu'il y a, c'est pas une impression d'ailleurs, il y a clairement un requin tigre, et à un moment, on a l'impression que c'est un requin blanc, mais on peut pas être super certain. Alors, qu'en ai-je pensé? Je l'ai regardé jusqu'au bout, hein. C'est très pas bon. Les effets, ils sont mauvais comme presque toujours, hein, parce que il y a comme un truc qui est assez étonnant. C'est que les films avec des faux requins, quoi, c'est des trucs qui exigent vraiment des budgets assez conséquents pour que ce soit crédible, quoi. Et généralement, ces films-là, ils sont faits vraiment par des petits studios sans aucun budget. Et donc, bon, bah, voilà, quoi. je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens pour se dire, non, mais ça va le faire. Bah, donc là, sans surprise, ça le fait pas. Et, voilà, c'est la fête aux incohérences, mais alors là, vraiment, c'est cool. Aïe, aïe, que dire, les personnages sont pas très bien travaillés, des intrigues complètement bidons, et donc un jeu du chat et de la souris dans cette épave, hein, avec quelques scènes assez comiques. Parce qu'il y a des moments où on dirait vraiment presque un épisode de Scooby-Doo. Genre ils sont dans des angles comme ça, et puis ils se penchent, ils regardent, et on voit le requin qui passe comme ça au loin dans un couloir genre de l'épave, quoi. Et ça fait vraiment... Et ils font, c'est bon, il est passé, on peut y aller. Et après, il revient, oh mon dieu, oh merde, ah, putain, c'est drôle. Donc, ouais, je vous le déconseille. Enfin, à moins que, je vous le déconseille, mais en fait, c'est vraiment... Alors, sincèrement, faut être un peu honnête quand même. C'est pas le pire que j'ai vu dernièrement, mais c'est pas le meilleur non plus. Donc, voilà. Last Breath, bref. Une très bonne surprise, par contre, c'est Sans un bruit jour 1, que j'étais pas du tout pressé de voir, parce que... moi j'avais bien aimé le tout premier film, mais c'était pas non plus un chef-d'œuvre selon moi. Enfin, ça m'avait pas touché autant que d'autres gens. Et là, je me disais, ouais, ok, ils étirent le potentiel du concept pour faire de la thune et tout, quoi. Et au final, je me suis retrouvé devant un très bon film. J'étais super étonné. En fait, c'est mon préféré, c'est clair, de la série des Sans un bruit, machin. On se retrouve donc en ville, hein, avec l'arrivée des bestioles. Et on va suivre principalement une femme qui a quelques soucis, là, enfin, dans un groupe. Je veux pas trop spoiler parce que bon, ça c'est super intéressant et on le découvre d'entrée de jeu dans le film, mais moi je savais pas du tout et je me suis dit, putain, enfin en fait dès le début j'étais assez surpris par l'angle, quoi. Et bref, on va suivre principalement cette femme et son chat. Le chat a un rôle hyper important et il est assez génial. Là, durant cette invasion, hein, l'invasion est hyper brutale, elle est hyper bien faite. Le film est très bon. Voilà, franchement, je vous le recommande. Je me suis pas fait chier une seconde et même la toute fin,
elle peut sembler, enfin moi elle m'a un tout petit peu étonné, mais en réalité ça a un sens et c'est assez beau, enfin c'est assez triste, mais vraiment très très chouette film. Je sais même pas quel accueil il a reçu parce que j'avais pas trop suivi, je m'en fichais un peu. Ah bah non, j'aurais pas dû, et vraiment très très belle surprise. Sans un bruit jour 1. À la différence des cartes du mal, ça je savais que ce serait une purge, hein, mais voilà, j'étais crevé, je vais regarder un truc détente, et alors est-ce que ça m'a détendu? Ouais. C'est vraiment très pas bon. Aucun effort. Les cartes du mal, donc un groupe de jeunes crétins qui louent une baraque pour le week-end, tombent sur un jeu de tarot ancien, voilà, et décident de l'utiliser pour rigoler et se tirer. Enfin, il y a une nana qui dit moi je sais faire et tout, donc je vais vous faire une séance en fait gratuite avec ce jeu. Et le jeu est maudit. C'est complètement fou. Je m'attendais pas du tout. Le jeu, en fait, est maudit. Et donc, toutes les personnes à qui elle a fait une séance se retrouvent pourchassées par la malédiction du jeu de tarot. Quelques effets visuels pas dégueux, je le dis quand même. Mais alors, par contre, il y a un truc qui n'a pas été travaillé du tout dans le film. C'est le scénar. Le scénar. Ah non, bah non. Ah non, non, on a bien travaillé les effets, on a bien travaillé l'éclairage. L'éclairage a été très bien travaillé. Il y a des plans, vraiment, c'est très beau. Les dialogues, bof. Et l'intrigue, c'est nawak. Enfin, c'est nawak, oui et non, quoi. Enfin, ça vraiment aucun effort. C'est tous les clichés ultra prévisibles. Et la fin est carrément douloureuse pour le cerveau. Donc ça, oui, à éviter, mais c'est pas une surprise, hein. Je savais que ce serait une merde. C'en est une, ça, là, ça c'est sûr. Alors, on se demande quand même, enfin, parce que voilà, une fois de plus, c'est un film que tu regardes, et bah par exemple, je sais pas quel est le budget de cette purge, mais c'est pas, ça peut pas être minuscule non plus, quoi. Ça fait chier, quoi, vraiment. Le milieu horrifique, c'est vraiment un domaine où les studios, ils ont aucune exigence. Ouais, non, mais ça va le faire, il y a des jeunes cons qui viendront le voir. Bref. Ah oui, une autre très belle surprise, c'est la deuxième quand même, Black Flies Asphalt City, je crois, ça s'appelle dans certains pays, avec donc Sean Penn et Tash Sheridan. J'en avais un peu entendu parler quand c'est sorti. Voilà, ça disait que c'était pas mauvais, mais que c'était pas fabuleux, et surtout que c'était glauquissime. Enfin, franchement, j'ai pas souvenir d'avoir vu quelqu'un dire que c'était génial, foncé, machin. Moi personnellement, je me suis pris une baffe, mais énorme, énorme. J'ai adoré le film. C'est très dur, oui. On suit donc en fait des urgentistes, hein, tout simplement. Et alors c'est le montage. Alors c'est un réal français qui a fait ça. J'ai oublié son nom. Sauvert, je crois. Et putain, la réal, elle est ouf. J'ai vraiment énormément aimé. Néanmoins, c'est extrêmement dur. Donc voilà, donc c'est un portrait en fait sans pitié de cette profession en fait, et des traumas qu'elle suscite chez certaines personnes voilà, qui sont urgentistes. Et on va suivre donc le personnage de Sean Penn qui est KO debout, et de ce jeune mec qui est donc interprété par Tash Sheridan, qui au début enfin semble avoir pas mal de convictions et voilà, d'éthique. Ça va être difficile pour lui. C'est une lente, j'allais dire une lente dégringolade. C'est pas vraiment ça, mais c'est vraiment d'une noirceur sans pitié, quoi. Faut avoir le moral bien accroché, hein. J'avoue. C'est peut-être le film le plus dépressif que j'ai vu depuis longtemps, mais pas dépressif dans le sens, je veux dire qu'il y a quand même de l'action, enfin, ça va assez vite, c'est juste que c'est dur, le regard posé sur la vie, quand même, en règle générale, les gens, enfin... bref, mais c'est très beau, très beau, ça évite énormément de pièges, très bon film, vraiment beaucoup aimé. Je vous le recommande, hein, Black Flies, carrément, quoi, mais par contre je préviens que c'est pas pour tout le monde, hein. Enfin... c'est possible que vous décrochiez parce que c'est douloureux, c'est un visionnage douloureux, quoi, vraiment. T'es mal, en fait, tu regardes ça, t'es mal. Donc voilà, j'ai vu également un documentaire sur Netflix qui s'appelle Dirty Pop sur Looperman, un mec que je connaissais pas du tout, qui est un escroc incroyable, et à qui on doit la fabrication, entre guillemets, des boys bands américains Backstreet Boys, puis NSYNC. C'est une histoire de fou.
Mais vraiment, moi je savais pas, je connaissais vraiment ces boys bands là, je les connais de nom, mais je peux même pas te faire une chanson d'eux. Moi en boys band, j'en ai jamais écouté, mais je connaissais plutôt, enfin en France j'ai l'impression qu'on entendait surtout ceux qui venaient d'Angleterre. New Kids on the Block, ouais, ça par contre, voilà, je connaissais, même des chansons et tout. Il y avait Take That, voilà, sorti de ça, pas trop expert. Et donc, je connaissais pas trop l'histoire de Backstreet Boys ou de NSYNC, et encore moins celle du mec qui les avait fabriqués. C'est fou, c'est une histoire vraiment de grosse escroquerie sur longtemps, une manipulation, c'est génial, vous allez adorer. Je sais plus combien de temps ça dure, il n'y a pas énormément d'épisodes, mais c'est un régal, hein, vous n'êtes pas prêts. Et c'est aussi un portrait d'une certaine facette de l'Amérique, enfin de l'entertainment d'Amérique de ces années-là. Et voilà, on a des témoignages de pas mal de membres des boys bands, évidemment. C'est excellent, excellent. Je vais conclure avec, parce que en plus on m'avait posé la question et j'avais oublié de la sélectionner, enfin de la copier-coller en fait, pour le précédent journal de vlog. J'ai regardé les 2 premiers épisodes de la nouvelle série animée Goldorak, Grandizer You, donc j'aimais pas du tout le design, hein, je crois que je vous en avais parlé dans un précédent jeu JDV. Le concept me plaisait pas du tout, enfin voilà, j'étais pas du tout hypé quoi. J'ai quand même regardé, j'ai trouvé que visuellement c'était assez moche, quelques exceptions près, c'est-à-dire que j'aime pas la texture de l'image, le style du dessin en fait, hein, tout simplement. Je trouve que c'est pas beau. Il y a des séquences où c'est carrément très moche même. Après, pour ce qui est des persos et de l'intrigue, etc., je trouve que c'est n'importe quoi. Ça se donne des ambitions énormes. Donc ça emprunte pas mal au manga. Voilà, le tout premier manga de Goldorak. Mais ça emprunte aussi certains trucs ailleurs. Et ça revisite pas mal de choses. Donc quand vous avez découvert et aimé Goldorak avec la première série animée voilà, de notre enfance, comment dire, là ça rebalaye pas mal de trucs qui sont affirmés dans la première série, notamment par exemple la création de Goldorak. Bah là je veux pas spoiler parce que je sais que j'ai pas mal d'abonnés qui vont quand même la tenter. Bah en fait on change complètement le scénario de la création de Goldorak, même le comportement du prince de Fort sur sa planète, c'est plus du tout le même. Il y a pas mal de choses qui sont changées, et pas pour le mieux, de mon point de vue. On perd énormément en émotion, on perd le côté mélancolie, qui était très fort dans la première série. Là, on est sur autre chose. Non, j'ai pas aimé même la façon dont le personnage d'Alcor, par exemple, a été modifié, enfin, pour le faire coïncider avec d'autres séries parallèles à celle de Goldorak, qui ont existé dans le passé. Je sais pas, enfin voilà. Je peux pas dire que c'est irregardable, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont kiffer. Moi j'ai pas du tout aimé, mais du tout. Même le robot je trouve moche, enfin ils ont changé des trucs et je trouve que c'est moche, quoi. Donc voilà, donc je vais arrêter là le visionnage. Mais je voulais quand même vous faire un retour, parce que j'ai reçu pas mal de messages en disant toi qui as adoré Goldorak, est-ce que tu as regardé? Donc voilà. Et je passe immédiatement aux questions sélectionnées. Ne trouves-tu pas que bonjour et félicitations si vous êtes en vie, formidable épitaphe, où as-tu trouvé cette formule? Cette formule, elle m'était venue spontanément voilà, je sais même plus exactement sur quelle vidéo, mais ça s'est fait tout seul. C'était parce que c'était le début, quand j'ai lancé ma chaîne, c'était le début du Covid, et on nous disait voilà, ça tombe comme des mouches, tout le monde est en train de crever, et il y avait une énorme paranoïa, voilà, c'est pas forcément injustifié, hein, je dis pas ça, mais et du coup, je me suis dit, je sais pas à qui je m'adresse, parce qu'en plus c'était les débuts de ma chaîne, je n'avais pas énormément d'abonnés, c'est moins qu'on puisse dire, j'ai peut-être 300 abonnés, 600. Et donc à un moment j'ai dit félicitations, enfin bonjour et félicitations si vous êtes en vie, quoi, parce que on avait l'impression quand tu mettais les infos que genre demain tous tes voisins allaient crever, toi ce sera la semaine prochaine. Donc voilà, et c'est resté en fait, ça m'est resté, je trouve ça drôle, enfin autour de moi tout le monde m'a dit mais c'est trop marrant. Et après, c'est aussi une forme d'humour que j'aime bien, enfin, qui me représente assez, voilà, ce genre d'humour un peu ironie amère, tout ça, quoi. Donc je l'ai gardé. Question glauque, mais t'arrive-t-il de penser à ton enterrement? Et si oui, quelle chanson tu aimerais qu'on y joue? Je déteste les enterrements où on passe des chansons en mémoire du décédé. Donc non, franchement j'aimerais pas du tout infliger l'écoute de chansons à mon enterrement, et en plus sauf miracle à mon enterrement je pense pas que les gens qui seraient présents
apprécierait particulièrement les chansons que je pourrais éventuellement choisir. donc je leur épargnerais ça, d'autant qu'ils seraient déjà normalement un peu peiné de m'avoir perdu du coup. En plus, je dirais, non seulement il est mort, mais en plus on se tape sa putain de chanson de merde. Donc voilà. Non, je pense jamais à mon enterrement. Non, j'avoue que ça m'arrive jamais. Je pense à ma mort des fois, mais à mon enterrement, bah non, non, non. Même si beaucoup de gens ont dû te demander ça, qu'as-tu pensé de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, notamment la prestation de Gojira? Alors, je n'ai pas regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques parce que le sport et moi, ça fait 12. Et alors, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, non mais Alex, là c'est au-delà du sport, c'est le... Voilà, c'est la France, c'est tout un... Voilà, je m'en bats les steaks, mais alors d'une force. Donc je n'ai rien regardé, et en fait ce que je vois, c'est les trucs, les moments forts, j'ai envie de dire, hein, sur les réseaux et tout. Donc j'ai vu quand même un tout petit résumé, mais sincèrement, résumé de 3 minutes de la cérémonie des JO, donc voilà, 2 secondes de chaque truc percutant, quoi. Donc j'ai vu un peu de Lady Gaga, Céline Dion... putain, le mec, je peux pas saquer là. Enfin, je peux pas le saquer. C'est pas. Si vous me connaissez, vous serez pas surpris. Philippe Catherine, qui était en bleu là, à poil, qui a choqué des gens. Enfin, avec sa chanson rigolote, je sais pas quoi. Donc j'ai vu 2 secondes. Et Gojira, par contre, ouais, effectivement, m'avait dit, ouais, regarde Gojira. J'étais assez étonné, effectivement, bah, comme beaucoup de gens, hein, de leur présence. Et ça, j'ai regardé, et c'était hyper beau. Il y a quand même certains trucs même le cavalier sur l'eau, enfin il y a quand même des trucs qui ont été réussis. Enfin après je sais pas, moi c'est pas ma tasse de thé quoi. Mais j'ai pas l'impression que c'est une cérémonie totalement à chier quoi, très loin de là. Il y avait des choses qui étaient clairement belles et tout quoi. Et Gojira j'ai adoré. Gojira je trouve ça vraiment génial. Je trouvais que ce qu'ils ont fait c'est super beau. Et c'était assez couillu quoi. Voilà. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'on les a pas fait venir pour faire autre chose. On leur a dit venez et faites vraiment votre musique quoi. Et ça c'est très très cool. Voilà. Pour le reste, vraiment, voilà. J'ai vu les images d'exploits quand il y a des médailles. Voilà, notre nageur assez incroyable, hein, faut avouer. Mais sinon, je ne suis pas. Voilà, le matin, je me dis pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme épreuve voilà, pas du tout, du tout. Aimes-tu l'album Turbo de Judas Priest qui sonne comme un album glam? Ouais, j'en avais parlé dans ma vidéo sur le heavy metal. Le heavy metal et moi, je crois que ça s'appelle. C'est le seul album de Judas Priest que je possède, voilà, pour vous dire. Ouais, je l'adore, je le trouve génial, parce que en plus c'est impressionnant. Vraiment, c'est un album effectivement qui est un peu méprisé par la majorité des fans de Judas Priest parce que ouais, ils ont fait un gros virage pop putassier glam FM. Donc je comprends que oui, c'est pas ça représente pas du tout leur patte en fait. Mais ils ont quand même montré qu'ils savaient le faire, de mon point de vue, et qu'ils savaient faire de la pop en réalité, parce que sur cet album, voilà, Turbo Lover par exemple, c'est de la pop. Dans la structure, même les refrains, tout. Mais même il y a même d'autres chansons, hein, Parental Guidance, tout comme ça. Donc moi j'aime beaucoup ce disque. Après, voilà, Judas Priest, voilà, je rappelle, j'ai jamais été un immense fan, j'ai beaucoup de respect, voilà, pour le groupe. Mais ça s'arrête là. Donc voilà, si tu devais choisir entre La Folle Journée de Ferris Bueller et Breakfast Club, et pourquoi? Oh, Breakfast Club, parce que j'en ai parlé lors d'un live chez Dirty Tommy. On avait fait 2 lives même, on avait fait 2 émissions sur John Hughes, et donc oui, Dirty Tommy lui adore La Folle Journée de Ferris Bueller. Moi j'aime vraiment bien, mais je préfère 1 milliard de fois Breakfast Club, qui était vraiment un de mes teen movies préférés ever. Et alors la raison, enfin si je devais un tout petit peu développer, c'est principalement parce que par exemple La Folle Journée de Ferris Bueller, c'est fun, c'est drôle, mais pour moi c'est pas du tout émouvant. Il n'y a pas, c'est pas profond, c'est de la déconne, mais c'est assumé quoi. Alors que Breakfast Club, c'est beaucoup, de mon point de vue, beaucoup plus ambitieux sur le portrait de l'adolescence et toutes ses variantes. Voilà, ses caractéristiques. C'est un très très beau film, mais pour moi beaucoup plus complet sur l'adolescence. Et je trouve Breakfast Club voilà, infiniment plus drôle. Même, bon, moi Breakfast Club, ça me fait hurler de rire un milliard de fois. Mais à la fin, enfin moi ça m'avait bouleversé. Je l'ai vu, faut dire, je dois avoir 13 ans, donc j'étais en plein dans la cible quoi. Et pour moi même l'acting, tout ça, les acteurs, enfin je trouve que c'est un film supérieur dans son écriture, dans sa thématique,
Ton avis sur le nouveau single de Marilyn Manson? Ah bah tiens, d'ailleurs, je vais m'excuser auprès de mon pote parce que je sais pas pourquoi j'ai confondu, je ne sais même pas pourquoi. Mais donc mon ami qui est chez Nuclear Blast, évidemment, donc le nouveau label de Marilyn Manson, et pas chez Roadrunner Records. Alors c'est vrai que je connaissais également quelqu'un là-bas, mais rien à voir. Donc je pouvais confondre les deux labels. Eh ben la chanson est très bonne. Je dois dire que j'ai eu un peu de mal. Parce que j'espérais une chanson beaucoup plus percutante en premier single après 4 ans de silence. Et aussi tout ce qu'il a traversé, enfin voilà, donc je pensais qu'il allait revenir très en colère, très motivé, un peu retour au combat. Et c'est pas ce qu'on a, on a une chanson plutôt pas mélancolique, pas exagérée, mais voilà, mid-tempo, avec un refrain qui est pas très spectaculaire, mais voilà, tout cela est voulu, enfin j'imagine que le choix est totalement calculé. Mais c'est un retour un peu, j'allais dire, entre guillemets, en douceur, et j'espérais autre chose. Donc, passer la déception, petite, hein, de voilà, cet axe, quoi. La chanson est absolument géniale, quoi. C'est du Marilyn Manson. Alors là, vraiment pur jus. C'est vrai que dans les couplets, il chante, comment dire, j'allais dire normalement, mais enfin, disons que son chant sur les couplets est très doux et avec une voix très normale. On n'est même pas sur une voix qu'il a quand il parle en interview. Où il accentue le côté comme ça. Non, mais voilà, au final, très bonne chanson. Donc j'attends patiemment la suite. Es-tu toujours en contact avec ton pote Hervé dont tu parles souvent? Ouais, complètement, bien sûr. Bah, enfin, grâce à Internet, hein, principalement depuis que j'ai quitté Paris. Et lui, en plus, au moment où j'ai quitté Paris, donc il y a quoi, 6 ans maintenant? Lui, il commençait à aller beaucoup en Corse, donc je sais que lui-même est moins présent à Paris, mais voilà, jusqu'à il y a 6-7 ans, c'est quelqu'un que je voyais énormément, mais vraiment énormément à Paris, donc oui, en contact évidemment. Quelle importance portes-tu à l'amitié? Je donne à l'amitié une importance monumentale. Alors à l'amitié, hein, pas le, parce que je suis, pardon, je sais pas que je compartimente, mais je fais vraiment une différence. Enfin, j'ai toujours fait une immense différence entre les connaissances avec lesquelles on sympathise, les copains, et il y a les amis. Et pour moi, les amis, c'est les gens que tu peux appeler à 4 heures du mat quand tu as envie de te flinguer, ou pour avoir des l'exemple de merde, le super sympa. Personne dit jamais, non, les vrais amis, c'est ceux que tu peux appeler pour aller passer une bonne après-midi chez Disneyland Paris. Non, mais enfin, ouais, ou ceux avec qui vraiment tu peux te livrer un peu, des choses comme ça, de façon beaucoup plus intime. Et moi qui suis assez, enfin, je fais super attention à ce que je dis, à qui je dis, etc. Donc voilà, les amis, pour moi, par définition, les amis, t'en as peu. Voilà, si t'en as plus de 3-4, c'est pas des amis, c'est des super potes et tout, mais c'est pas des amis. Enfin, voilà, de mon point de vue. Donc l'amitié, pour moi, c'est hyper important. Et par contre, du coup, le revers de la médaille, c'est que donc moi, en amitié, je suis, voilà, enfin, on m'a souvent reproché de trop en faire, de trop donner à l'amitié, etc. Mais par contre, quand c'est cassé, enfin, quand je suis déçu en amitié ou qu'il y a un truc qui passe pas, je donne très rarement de seconde chance. Voilà, j'ai par exemple rompu les contacts avec des amis durant ma vie, quoi, du jour au lendemain. C'est quand il y a un truc qui est pas passé ou qu'il y a quelque chose, mais c'est pas un truc où je suis vexé. C'est des choses assez graves pour moi. Mais par contre, voilà, si après on me dit je suis désolé, gna 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 gna, pour moi c'est mort. Enfin, c'est terminé. Donc même à la limite après je dis je suis plus en colère. Mais par contre, je veux plus rien avoir à faire avec la personne, quoi. Donc, je tourne la page. Donc voilà, quel est ton rapport à l'alcool, passé, présent, futur? Putain, les questions ultra dures. Enfin, mon rapport à l'alcool, alors les très vieux abonnés sauront que j'ai grandi tout seul voilà, de ma naissance, en fait, jusqu'à mes 12 ans, avec une mère alcoolique à un degré assez catastrophique. Et donc j'ai une enfance pas cool. Voilà, je passais les détails, mais donc forcément mon regard sur l'alcool, il est venu très tôt par ma mère, et il était bien traumatisant, c'est moins qu'on puisse dire. Donc voilà. Après,
J'allais dire, est-ce que ça m'a, par exemple, préservé de certaines choses? Pas vraiment. Je précise que ma mère avait de l'alcool triste et quand même destructeur, mais envers autrui, je veux dire, enfin non, moi, du coup. Voilà, j'ai découvert après, un peu après, en fait, que on pouvait avoir l'alcool autrement. Enfin, ça, on pouvait en fait se bourrer la gueule sans agresser autrui et vouloir se suicider. Euh, Avec en voyant mon père, par exemple, quand je suis allé vivre chez mon père, donc après, plus tard, j'ai vu que voilà, bah, lui pouvait être bourré et finalement ça changeait pas grand-chose à son caractère. Et puis encore plus tard, j'ai découvert toutes les facettes évidemment de l'alcoolisme chez les autres. Et puis il faut des effets de l'alcool, on va dire. Mais j'ai quand même connu pas mal d'alcooliques. Et puis bah moi-même j'ai sombré dedans en fait, hein, quand même à l'adolescence, vers 15 entre 15 et 17-18, mais c'était festif, hein, c'est-à-dire que c'était avec un pote qui s'appelait, j'allais dire son nom, mais le mec a oublié qu'il avait une chaîne YouTube avec des conséquences. Bon. Enfin bref, j'avais un bon pote avec qui j'ai fait énormément de conneries à Paris, voilà, entre 15-16 et 18 ans. Et là, on y est allé très loin dans la consommation d'alcool, voilà, tellement loin, mais ça j'en parlerai peut-être dans une vidéo justement sur mes années à Paris, on me demande régulièrement de la faire. Mes années de trashitude, voilà, ça m'a, enfin, j'ai quand même fait un voilà, coma éthylique, des trucs comme ça, tout ça, j'ai connu, donc pas cool. Et puis après, je me suis, enfin, ça m'a calmé en fait. J'ai passé un cap, quoi, et j'y suis plus jamais retourné au point de perdre pied, quoi. Donc voilà, donc je bois de l'alcool, mais tout à fait raisonnablement. Et je bois, par exemple, j'aime pas le vin, donc ça c'est, ma mère m'en a comment dire, préservé à vie, je pense. Donc l'odeur du vin, j'ai beaucoup de mal. Donc je suis pas quelqu'un qui boit tous les jours, par exemple, de l'alcool. Non, pas du tout. Par contre, je vais aimer boire de l'alcool fort, mais voilà, de temps en temps, soir, comme ça. Connais-tu le film Vengeance aveugle, Blind Fury avec Rutger Hauer? Pour moi, c'est une Madeleine de Proust, une pépite trop vite oubliée. Pour toi, quelle est ta pépite un peu obscure? Oh, les pépites un peu obscures, je vous en parle. Je vous en parle régulièrement, j'en ai plein. Je pourrais pas t'en sortir une en particulier. Faut vraiment regarder mes trucs sur, même par exemple sur mes vidéos sur les DVD, tout ça. J'en ai vraiment beaucoup, quoi, en fait. C'est pour ça que je réfléchis, j'essaie d'en sortir une, mais je saurais pas, non, je saurais pas t'en choisir une. Vengeance aveugle, je comprends que ça a du charme. Après, ça a quand même très mal vieilli. Les combats avec le bâton, c'est quand même super mignon. Enfin, c'est pas du tout crédible. Rutger Hauer, moi j'ai du mal parce que c'est un mec que j'ai tellement adoré dans Hitcher. Pour moi, c'est un sale type. C'est une crapule, c'est un mec dangereux et tout. Et là, en mode un peu mignon avec le gamin et tout, c'est cute, quoi. Mais j'ai du mal à... J'ai du mal. Et puis, je comprends... comment dire, Madeleine de Proust, ouais. Donc après, je me disais si t'avais, parce que moi ce film-là, je crois que je l'ai vu, mais tard, quoi. Mais si j'avais vu ce film-là à l'âge du gamin, par exemple, ouais, j'aurais adoré. Enfin, j'imagine, quoi. J'aurais absolument adoré. Et ce serait devenu une Madeleine de Proust. Donc c'est mignon, quoi, mais c'est vraiment, c'est pas très bon. On peut pas dire que c'est très bon. Donc voilà. De mon point de vue. Aimes-tu le film Peur bleue de Renée Harlin? Ouais, je l'aime bien, mais je suis pas beaucoup moins que les potes. Par exemple, on en avait parlé dans le live spécial film de requin avec l'ami de John Ali. Voilà, il a des qualités, mais c'est quand même pas très génial, quoi. Mais enfin, je dis ça parce que je l'ai revu donc il y a quoi, 4 mois, un truc comme ça, pour le live justement chez lui. Et bon, bof, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est fun, quoi. Mais bon. Et alors, histoire d'achever de m'enterrer, je préfère par exemple le film Peur bleue de 1985 de Daniel Attias, et voilà, que là par contre j'adore. Silver Bullet, adaptation de la nouvelle de Stephen King. Et ça, ah bah si, voilà, eh ben voilà une Madeleine de Proust pour moi. Enfin, c'est un film que voilà, trois quarts des gens connaissent pas, et ceux qui le connaissent, pour eux c'est un petit film tout pourri, quoi. Non, moi j'adore Peur bleue, je trouve que c'est un très bon film de loup-garou, mais vraiment, je suis hyper sérieux. Donc voilà, donc du coup je réponds à 2 questions en même temps, en glissant comme ça, c'est assez impressionnant, c'est le savoir-faire du youtubeur. As-tu regardé la série Master of Horror de 2009 avec ce générique au piano et gouttes de sang? Ouais, j'ai regardé, je sais presque tous vus d'ailleurs, enfin, il y en a eu beaucoup maintenant. Ah, je sais pas si j'ai vraiment tout regardé, il y en a peut-être quelques-uns que j'ai pas vu. Mais en tout cas, les premières années, je les regardais vraiment religieusement. Il y a quelques bons mini-films là, mais
Dans l'ensemble, voilà, c'est quand même pas extraordinaire, hein. Avec quelques grosses déceptions. Je me souviens que j'avais été super déçu par le truc de John Landis. Enfin, voilà, c'était quand même la démarche, était cool, hein. Mais au final, je trouve que c'était pas fabuleux, quoi, globalement, hein. Je crois qu'il y en avait un dans une cave que j'avais bien aimé. Je sais plus, putain, ça remonte, hein. Au vu de la pauvreté du niveau musical actuel, pour toi, quel artiste ou groupe disparu manque cruellement en 2024 et tu m'en cites 4: Nirvana, Queen, Daft Punk ou Michael Jackson. Nirvana, je fais partie des gens qui pensent que ça ne pouvait pas durer de toute façon. Et enfin, le suicide de Cobain, c'est un drame qui m'a en plus vraiment heurté de plein fouet, enfin comme tous ceux qui étaient extrêmement fans de ce groupe, et j'étais extrêmement fan de ce groupe. Donc, mais bon, si Nirvana existait toujours aujourd'hui, que serait-il devenu? Voilà, je ne sais pas. Donc, je peux pas dire qu'il me manque, hein, voilà, c'est ça que je veux dire. Queen, Daft Punk, Michael Jackson. En fait, ce qui est compliqué, c'est que en 2024, ils manquent tous dans la mesure où ils étaient tous, ils offraient tous quelque chose d'incroyablement riche et d'une qualité qu'on n'a plus, de mon point de vue. C'est-à-dire que de mon point de vue, aucun artiste, par exemple sur la scène rock, ne nous propose des compos de la qualité de celle de Nirvana, mais même dans un, je demande pas que ce soit dans le même genre, tu vois, mais objectivement, enfin, moi, enfin, même les grands groupes de rock actuels, voilà, un peu jeunes et tout, quoi, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est, non, il y a rien de génial, quoi. Daft Punk, je pense que, bon, enfin, après, Daft Punk, je sais un peu, comment en dire sans trop en dire. En fait, j'ai un ami qui est le frère de Guiman, donc mais voilà, ils sont bien faits. De toute façon, ça ne pouvait pas. Ils sont bien faits. Après, artistiquement parlant, oui, de Daft Punk manque, ça c'est sûr. Et Michael, franchement, ça faisait déjà enfin, au décès de Michael, ça faisait un petit moment quand même que artistiquement parlant, on n'avait plus rien. Ou que c'était pas fifou, quoi. Donc est-ce que Michael aurait retrouvé la niaque de une espèce d'exigence envers lui-même artistique, quoi, pour composer, etc. Je ne sais pas, je n'en sais rien du tout. Donc pour moi, les artistes groupes disparus qui manquent cruellement en 2024, mais en fait c'est pas 4, il y en a 400, quoi, à citer. Parce qu'aujourd'hui on se fait chier, c'est nul. Mon vieux réac de merde. Mais à quelques exceptions près, pour moi, on n'est pas, on est dans une période, c'est horrible, horrible, quoi. Dans le clip Mary on a Cross de Ghost, on y voit les ghouls, les Papa Emeritus avec des masques assez différents. Penses-tu que ça pourrait être les nouveaux Papa Emeritus qui était indiqué dans le film qui avait un potentiel frère, pardon, peut-être que c'est lui qui prendrait sa place. Qu'en penses-tu? Franchement, j'en sais rien du tout. J'avoue que je me suis un peu désintéressé comme j'en parlais l'autre fois là, de toutes ces intrigues sur la petite storyline de Ghost là. Moi, maintenant Ghost, c'est vraiment la musique, voilà, qui me parle, quoi. Mais les histoires. Alors, par contre, je me gros peut-être, hein, mais je pense pas du tout qu'on ait eu des indices ou des révélations visuelles des prochains look des ghouls ou du prochain papa. Ça m'étonnerait énormément. Donc je pense pas du tout. En plus, Mary on the Cross, ça commence à dater. Donc non, je pense pas qu'il aurait révélé quoi que ce soit. Je pense qu'on aura quelque chose de totalement différent. Et le frère, putain, si c'est ça, c'est quand même un peu n'importe quoi. Mais bon, vu que ça l'amuse de faire n'importe quoi, pourquoi pas. C'est peut-être un frangin qui prendrait sa place. Je ne sais pas. J'en pense pas grand chose. Enfin, ce que j'en pense, c'est que moi, je suis pas fan de tout ce truc-là, quoi, comme j'ai déjà dit. En dehors de la CDC, Midnight Oil, In Excess, y a-t-il des groupes de rock australiens des années 80 qui te parlent? Parmi ceux-là, Noiseworks, je connais pas. Rostatu, jamais aimé, mais je vois ce que c'est par contre. Cold Chisel, je connais pas. Mental as Anything, je ne connais pas. Le tube Live It Up qu'on entend dans le film Crocodile Dundee. Alors, je connais Crocodile Dundee, bien sûr. Mais alors la chanson Live It Up, faudrait que je réécoute, je ne vois pas ce que c'était. Ice House, The Church, ça je connais. Hoodoo Gurus, Men at Work, Jimmy Barnes en solo. Perso, je trouve que ces groupes ont une touche plus roots, plus exotique que leurs voisins britanniques et nord-américains, qui les démarquent et leur donnent un charme particulier. Alors du coup, comme il y en a quand même beaucoup que je ne connais pas, je peux pas juger sur la touche plus roots dont tu parles.
Alors, Midnight Oil, In Excess, AC/DC, là par contre, évidemment, tout le monde connaît. Voilà, il y en a aucun dont j'ai été fan. Hein. Après, c'est intéressant parce que c'est dans des styles un peu différents. Voilà, c'est DC, c'est vraiment le hard rock classique. Midnight Oil, pour moi, c'est de la pop pure, quoi. Et In Excess, New Wave, enfin pop New Wave, on va dire. Midnight Oil et In Excess, on va me rétorquer que c'est un peu des groupes de rock aussi, quoi, ce qui est pas faux. Alors par contre, dans ta liste, il y en a un que j'adore, c'est Ice House. Donc voilà, Ice House, mais tu dis groupe de rock, ouais, si, enfin pop rock, on va dire du coup. Mais Ice House, il y a pas mal de morceaux que j'adore, et y compris alors au début sur des trucs très new wave, cold, machin, que j'adore. Bah, la chanson Ice House par exemple, qui est absolument géniale. Après, il y a des trucs beaucoup plus mielleux, Electric Blue, par exemple, que j'adore. Hein. Moi, j'adore cette chanson. Quoi. Le clip, si vous n'avez pas vu le clip de Ice House Electric Blue, il faut visionner ce chef-d'œuvre. Et puis par la suite, il y a eu des morceaux plus durs, plus rock. Ça, c'est complètement vrai. Et je les aime tous. Enfin, je trouve que c'est vraiment un très, très, très bon groupe, totalement méconnu. Donc je saurais pas trop commenter parce que effectivement l'éventail je connais pas assez bien, mais par contre Ice House génial, c'est clairement de ta liste, en tout cas de tous ceux que tu me cites, c'est celui que j'aime beaucoup. Tu as déjà parlé de Nirvana précédemment, mais est-ce que d'autres groupes de la scène grunge t'intéressent? Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden. Alors Soundgarden jamais aimé, par contre Pearl Jam j'ai adoré, je connaissais l'album 10 par cœur. J'ai continué à beaucoup aimer pendant encore 2-3 albums et après j'ai complètement lâché. Mais les 3 premiers disques de Pearl Jam, fabuleux quoi. Alice in Chains, ça par contre j'en ai déjà parlé. Dirt, chef-d'œuvre, Jar of Flies, les premiers Alice in Chains, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Donc ça j'étais très 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 fan à l'époque. Et avec le recul, bon, hormis Nirvana, je pense que le groupe associé au mouvement grunge que je préfère et que j'ai le plus écouté, c'est Mother Love Bone. Ça j'ai tout, mais même les rééditions qu'ils avaient fait en double CD il y a pas très longtemps avec des inédits, des démos, des machins. Mother Love Bone, fabuleux, pour moi c'est des compos incroyables. Donc en grunge je dirais celui-ci en fait. Après c'est pas voilà, ça reste très limité, c'est quand même des groupes assez conséquents. Enfin donc j'ai pas digué quoi, je suis pas allé chercher des petits groupes du mouvement grunge. Par exemple, même à l'époque je l'ai pas fait quoi. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé, mais dans mon adolescence, j'ai été assez fasciné par le groupe Project Pitchfork, notamment l'album Daemonion. Je trouvais l'esthétique des clips et les paroles folles. Si tu connais bien ce groupe, j'adorerais que tu nous en parles. Sinon, le groupe Vast aussi, qui m'a traumatisé à la même époque. Peut-être que mon épouse connaît, parce qu'elle est beaucoup plus calée que moi dans ce style musical. Moi, je connais de nom Project Pitchfork, mais j'ai jamais vraiment accroché. Vast, je vois ce que c'est, mais je connais très très mal. Donc malheureusement, je vais vraiment me faire mon modeste, hein, parce que je suis pas calé là-dessus. Une fois de plus, moi, c'était pas... Enfin, dans ces sonorités-là, finalement, j'écoutais assez peu de choses. J'écoutais des trucs, quoi, mais c'était assez limité. As-tu vu Mayor of Kingstown, finalement? Ouais, j'ai commencé et en fait, j'ai décroché, j'ai honte. Hein. Et peut-être j'aimais bien au début, et puis je sais pas... j'ai pas accroché. Et pourtant, c'est bien, franchement, c'est bien. Donc, j'ai dû voir, quoi, 5 épisodes. Et non, voilà. Alors que je vois pourtant la qualité de la série. Est-ce que tu as déjà vu le film Massacre dans le train fantôme de Top Hooper? Ouais, mais j'ai pas trouvé ça très bon, franchement. Après Top Hooper, il y a vraiment les trucs que j'adore, et genre Massacre à la tronçonneuse, pour moi, chef-d'œuvre total. Et le reste de sa filmo, il y a quand même assez peu de films que j'aime. Même, je vais te dire franchement, quoi. En fait, je les ai vus, hein, j'ai tout vu, mais c'est presque une anomalie pour moi, Massacre à la tronçonneuse. Voilà. Faut dire aussi que après il y a beaucoup de fun, enfin et que de mon point de vue il y a zéro fun dans Massacre à la tronçonneuse. Et c'est ça aussi qui me l'a rendu traumatisant et génial quoi. Tu parlais de Tigra, la glace et le feu, petit bijou d'animation américain. Qu'en est-il des Maîtres du Temps? Maîtres du Temps, je crois que mon père m'avait emmené le voir au cinéma quand j'étais gamin, mais j'avais pas aimé. Je trouvais que c'était froid. Tu vois, j'avais pas aimé vraiment le design quoi, enfin donc enfin l'illustrateur on pourrait dire. J'aimais pas les personnages, les têtes, tout ça, j'aimais pas. Je me souviens plus très très bien du scénar par contre. Enfin je crois que c'est un gamin, son père a un accident et du coup il communique en fait avec un groupe de personnes pour qui doivent le sauver, mais j'en ai pas un grand souvenir.
Team Sergent Garcia ou Team Caporal Reyes de la série Zorro de 1957-58 avec Guy Williams. Waouh, merde, je connais pas du tout assez bien. Pourtant, je crois que je l'avais vu à un moment où ça avait été rediffusé à la télé. J'attends d'ailleurs le nouveau Zorro. Là, j'ai vu la bande-annonce avec Jean du Jardin. Je ne sais pas, nous verrons bien. Ça se trouve, ça va être génial. Préférerais-tu avoir comme voisine la Castafiore ou comme voisin le batteur du Muppet Show? Oh merde. Ah là là, mais quelle horreur. Non, non, mais dans les deux cas, c'est atroce. Après, moi, j'adore le batteur du Muppet Show. Donc, alors que la Castafiore, bon. Donc je dirais sans doute le batteur du Muppet Show. J'avais même, je l'ai sûrement quelque part. Dans un vieux carton, j'ai un sac avec tous mes schtroumpfs. Et je peux vous dire qu'il y en a énormément. Et je sais que dans le lot, j'ai aussi quelques figurines, genre je dois avoir Jean et Pierre-Louis, des trucs que j'avais gamin, quoi. Et j'ai quelques personnages, je crois que j'ai Kermit. Et je sais que ça je le sais parce que je l'adorais. J'ai le batteur du Muppet Show. Ah putain, je sais même pas comment j'ai eu cette figurine, pourquoi je l'ai eu, mais je l'ai toujours. Voilà, j'étais tout petit, hein, inutile de vous le dire. Et c'était la dernière question sélectionnée de ce JDV. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos.